En amour, les apparences sont souvent trompeuses. Et l'aveuglement peut avoir des conséquences fatales. Dans cet épisode de Killers, Amour mortel, une mère célibataire tente de prendre un nouveau départ. Ses amis et sa famille l'adoraient. C'était une femme sympathique, sans histoire. Elle était célibataire. C'était une femme libre qui aimait la vie. Mais au lieu de rencontrer l'amour, son chemin croise un homme dangereux. Elle voulait le meilleur pour sa famille. Malheureusement, elle est tombée dans les griffes d'un prédateur. On peut passer beaucoup de temps avec quelqu'un et finalement ne pas avoir la moindre idée de qui il est vraiment. Les enquêteurs vont devoir employer des méthodes peu conventionnelles pour résoudre ce meurtre et arrêter le coupable. Il pensait être suivi et il avait raison. Les images de vidéosurveillance sont très parlantes. C'est l'une des affaires les plus bizarres, dramatiques et tortueuses que j'ai suivies dans ma carrière. « 5 juillet 2003, peu après 23 heures, la police de Pinellas Park, dans la banlieue de Tampa, reçoit un appel d'urgence. Au téléphone, l'homme est paniqué. L'homme qui a appelé les secours était dans tous ses états. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Il a simplement signalé que sa colocataire était blessée. Elle avait du mal à respirer, elle était incapable d'appeler à l'aide, son état était très grave. Les secours arrivent au domicile de Sandra Rosso, 37 ans. Ils la découvrent affalée derrière le volant de sa voiture, inconsciente. Il y avait des débris de verre partout dans le garage et beaucoup de sang dans la voiture. C'était un crime brutal, terrifiant. Et à ce stade, on ne savait pas si elle était toujours en vie ou si elle était déjà morte. Son colocataire était en panique. Il y avait du verre brisé par terre et Sandy saignait abondamment sur le siège conducteur. Elle devait être emmenée à l'hôpital au plus vite. L'ambulance l'a emmenée sans tarder vers l'hôpital le plus proche. En route, les secouristes constatent qu'elle a reçu 8 balles dans la tête, la poitrine et les jambes. Il ne savait pas qu'on lui avait tiré dessus avant de la prendre en charge et de découvrir ses blessures. On lui a tiré dessus 8 fois à bout portant. Ils tentent tout pour la sauver. Mais ses blessures sont bien trop graves. Sandy n'a pas survécu jusqu'à l'hôpital. Elle est morte de ses multiples blessures par balle dans l'ambulance. Sandy Rosso a été transportée à l'hôpital le plus proche où son décès a été prononcé. Et une enquête pour homicide a été ouverte. Sur les lieux du crime, les inspecteurs cherchent des indices susceptibles de leur révéler ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de choses à démêler sur la scène de crime. Il y avait du verre brisé, du sang et des éléments qui étaient des preuves potentielles. Il y avait plusieurs douilles par terre. Elles provenaient d'un fusil calibre 22. On en a compté 8. Des douilles ont été retrouvées sur le sol du garage et dans la voiture, ce qui prouve que Sandy a été tuée à bout portant. Quand on a su qu'elle avait été tuée par balle, on a immédiatement pensé à un vol ou à un guet-apens. Son portefeuille a été retrouvé par terre. Il contenait des billets et ses cartes de crédit. La voiture n'avait pas bougé non plus. L'hypothèse du cambriolage a donc été écartée. Une chose semble certaine. Il ne s'agit pas d'un acte de violence gratuit. 8 balles, ce n'est pas anodin, c'était personnel. C'était forcément quelqu'un qui n'aimait pas Sandy, qui avait un problème avec elle au point de vouloir sa mort. En 2001, Sandy Rosso se sépare de son petit ami dans l'Alabama. Elle a besoin de prendre un nouveau départ. Alors elle choisit Tampa, en Floride, et s'installe dans une banlieue de la classe moyenne, Pinellas Park. C'était une femme sociable, optimiste. Ses amis étaient très importants pour elle.
C'était une mère célibataire qui faisait tout son possible pour que son enfant ait une vie meilleure. Elle partageait la garde de sa fille avec son ex-compagnon. La fille de Sandy lui rendait visite et restait parfois pour de longs week-ends, mais c'est son père dans l'Alabama qui en avait la garde principale. Elle travaillait au Green Iguana, un bar très populaire, surtout en fin de soirée. Sandy travaillait dans un quartier très branché de Tampa, très animé le soir. Son bar était le genre d'endroit où on venait faire la fête. Sandy était très sociable, sportive, très sympa. C'était agréable de travailler avec elle. On avait tous les mêmes horaires de travail, le week-end de 21h à 3h du matin. Grâce à sa beauté et sa personnalité, Sandy était très populaire auprès de la clientèle masculine. Sandy était flattée de plaire aux hommes, mais elle ne cherchait rien de sérieux. Ce qui comptait pour elle, c'était de pouvoir subvenir aux besoins de sa fille et payer son loyer. Sandy travaille dur. Et pour économiser, elle partage une maison mitoyenne avec un très bon ami, Tony Ponicole. Mais moins de 2 ans après son emménagement à Tampa, elle est abattue de sang-froid. La police interroge Tony pour tenter de découvrir qui aurait pu vouloir tuer la jeune femme. 2 inspecteurs se sont rendus chez lui pour lui poser des questions. Monsieur Ponicole est la personne qui avait découvert le corps. C'est lui qui avait appelé les secours. Tony a expliqué aux inspecteurs que Sandy avait commencé beaucoup plus tôt ce jour-là. Elle a quitté le Green Iguana vers 22h30 et était censée rentrer à Pinellas Park vers 11h. À cette heure, Tony était couché. Tony était chez lui, il dormait, il a entendu une forte détonation et il est descendu voir ce qui se passait. Tony Ponicole nous a dit qu'il avait entendu des coups de feu et qu'il avait d'abord pensé que c'était des restes de pétards de la fête nationale. Quand il s'est rendu compte que la voiture était là, il est sorti et il a trouvé Sandra en sang, gémissant de douleur. Il a paniqué. Il était terrifié. Tony Ponicole est immédiatement retourné dans la maison pour appeler les secours. Il leur a dit « C'est affreux, ma colocataire est en sang. Je crois qu'elle est morte. Venez vite. » Plus Tony raconte son histoire, et plus il apparaît clairement que Sandy était bien plus qu'une colocataire pour lui. Il était dévasté, bouleversé, désemparé. Quand un homme et une femme vivent ensemble, il y a de grandes chances que l'un développe des sentiments pour l'autre. Pendant l'enquête, on a découvert qu'il attendait davantage de cette relation. Il aurait voulu qu'elle devienne sa petite amie. Il était même prêt à la demander en mariage. Tony affirme qu'il respectait la décision de Sandy et que leur histoire était restée purement platonique. Mais les enquêteurs s'interrogent, inévitablement. A-t-il réellement accepté son refus si facilement ? Monsieur Ponicole était clairement un suspect parce qu'il était très proche de Sandy. En général, on commence toujours par interroger ces personnes-là. Les inspecteurs de Pinellas Park enquêtent sur le meurtre de Sandy Roseau, une serveuse de 37 ans. Le colocataire de Sandy, Tony Ponicole, était celui qui avait appelé les secours. Il avait reconnu être amoureux d'elle, mais avoir été rejeté. Pour l'instant, Tony semble coopérer avec la police. Mais a-t-il quelque chose à cacher ? Le récit de Tony était crédible, mais impossible à vérifier. Alors les enquêteurs se sont tout de même demandé s'ils pouvaient avoir tiré sur Sandy, puis tenté de se couvrir. À ce stade, on ne pouvait pas savoir s'il était suspect, mais évidemment, tant qu'on ne l'aurait pas disculpé, on le gardait à l'œil. Les inspecteurs sécurisent la scène de crime et commencent à recueillir des preuves. Et à leur grande surprise, Tony les autorise à fouiller sa voiture et ses affaires personnelles. Il s'est montré très coopératif. Il a même accepté qu'on fasse des prélèvements dans sa voiture et chez lui. Il a répondu honnêtement à toutes nos questions. Tony est écarté de la liste des suspects. La police élargit ses recherches dans l'espoir de découvrir une nouvelle piste. À l'évidence, c'était un guet-apens. Mais le mobile restait un mystère. Sandy Roseau n'était pas du genre à avoir des ennemis. Elle travaillait dans un bar. Ça ouvrait une multitude de pistes. Qui la connaissait, qui pouvait lui en vouloir. Le nombre de balles en dit beaucoup sur la personne qui a pressé la détente. Pour tirer 8 fois, il faut être carrément enragé. Tony dit aux inspecteurs connaître quelqu'un qui correspond à cette description.
un homme qui s'appelle Tracy Humphrey. Tracy était videur au bar où travaillait Sandy. C'est là qu'ils se sont rencontrés. C'était un employé modèle. Il était très amical. Tracy est également coach personnel dans une salle de sport voisine. Il aime raconter à Sandy des histoires de son passé. Tracy a confié à Sandy qu'il avait été footballeur professionnel dans l'équipe des Buccaneers de Tampa Bay. Dans l'Iowa, il était la star de l'équipe de football américain de la fac. Il avait aussi été mannequin. Tracy avait quasiment harcelé Sandy pour qu'elle sorte avec lui, et elle l'avait rejeté. Quand Sandy l'a rejeté, ça a déclenché quelque chose chez lui. Tracy a commencé à être collant. Et en réaction, elle s'est immédiatement éloignée. Mais Tony raconte à la police qu'un soir de février 2002, Tracy a franchi une limite. Il a demandé à Sandy de le ramener chez lui, et d'une manière ou d'une autre, l'a convaincue d'entrer. Et elle a raconté qu'il l'avait agressée et violée. Il l'a battue, violée et l'a retenue prisonnière pendant 2 jours. Quand Tracy finit par la relâcher, elle se réfugie auprès d'une amie qui l'encourage à le dénoncer à la police. Elle leur a raconté ce qui s'était passé. Et Tracy a immédiatement été arrêté. Il était accusé d'enlèvement, de séquestration, d'agression sexuelle et de viol. Il suffit de regarder les photos. Les preuves contre lui étaient accablantes. Elle avait le visage couvert de bleu. Mais tout le monde ne croit pas aussi vite à la version de Sandy. Il avait l'air tellement gentil et tellement attentionné. Pas une seule fois, je ne l'ai entendu hausser le ton. Il m'a expliqué qu'un incident s'était produit la veille. Un jeu sexuel avait dérapé. Sur le moment, la fille avait eu l'air d'aimer ça, mais maintenant il avait peur parce qu'elle réagissait bizarrement. Une date a fini par être fixée pour son procès. Il risquait au moins 10 ans d'emprisonnement. Mais avant que l'affaire puisse être jugée, Sandy est assassinée. La police s'interroge. Tracy a-t-il pu se venger de cette femme qui allait détruire sa vie? Sandy devait témoigner contre lui dans une affaire susceptible de l'envoyer en prison pour longtemps. Il avait clairement des raisons de souhaiter sa mort pour l'empêcher de parler. Il est immédiatement devenu le suspect numéro 1. La police rend une petite visite à Tracy à la salle de sport où il travaille, dans la ville voisine de Brandon. Quand ils ont annoncé à Tracy que Sandy avait été tuée, il a eu l'air sous le choc. On a voulu poser quelques questions à Tracy Humphrey, mais à cause des accusations de Sandy et sur les conseils de son avocat, il a poliment refusé de nous répondre. Malgré les accusations troublantes de Sandy, Tracy semble avoir tiré un trait sur son passé. D'ailleurs, il vient tout juste de se marier avec sa protégée de 20 ans, Ashley Lenny, et la cérémonie a eu lieu la veille du meurtre. Ashley était employé dans un bar à smoothie près de la salle de sport où travaillait Tracy. Il s'y rendait de temps en temps, il flirtait avec elle, et il a fini par la convaincre de s'inscrire à la salle de sport. Elle a commencé à s'entraîner et à prendre des cours particuliers avec lui pour pouvoir devenir coach à son tour. Elle avait l'air d'une jeune femme saine et équilibrée, et ils semblaient heureux ensemble. 9 mois après leur rencontre, le couple décide de s'unir. Ils se sont mariés le 4 juillet. Ils n'avaient pas prévu de lune de miel, ils sont simplement allés à la plage. Elle s'était mariée à cette date pour pouvoir fêter cet anniversaire chaque année avec des feux d'artifice. Quand la police l'interroge, Ashley affirme que Tracy et elle étaient tous les deux chez eux le soir du meurtre de Sandy. Ils ont commandé des pizzas et leur ami Toby White est venu leur rendre visite. Toby était donc chez eux, elle les a vus ensemble. Et après une vérification rapide des antécédents d'Ashley, on a bien du mal à l'imaginer tuer quelqu'un de sang-froid. Ashley avait été une très bonne élève. Elle n'avait pas de casier judiciaire. Elle n'avait jamais été impliquée dans le moindre incident. Elle n'avait même jamais reçu de PV. Les inspecteurs localisent Toby White, une amie proche de Tracy. La police m'a contacté 2 ou 3 jours après le meurtre. Quelque chose comme ça.
Ashley leur avait dit que j'étais avec eux ce soir-là. Elle a expliqué qu'elle était chez Tracy toute la soirée du 5 juillet. Ashley était là aussi. Ils avaient commandé des pizzas et regardé un film. Au moment du meurtre, une pizza a effectivement été livrée au domicile de Tracy Humphrey. Il avait même conservé le ticket. Et le livreur se souvenait très bien de lui avoir livré en main propre. De plus, leur maison se trouve à 45 minutes de la scène de crime. Aucun des deux ne peut être impliqué. Tracy avait un mobile, mais aussi un alibi solide. Et Ashley Humphrey ne connaissait même pas Sandy Roseau. Mais si Tracy n'a pas tué Sandy, alors qui est-ce? Quelques jours après le début de leur enquête sur le meurtre de Sandy Roseau, 37 ans, les policiers sont dans une impasse. Son colocataire qui avait appelé les secours, puis Tracy qui avait des raisons de vouloir la tuer, ont été disculpés. Les inspecteurs étaient déconcertés. Quelqu'un voulait la mort de cette femme, mais qui? Quand les enquêteurs parlent aux amis et à la famille de Sandy, une nouvelle piste surgit. Son ancien compagnon dans l'Alabama, qui a la garde principale de leur fille de 13 ans. À chaque fois qu'un couple se dispute pour la garde des enfants et que l'un des deux parents est tué, on s'intéresse forcément à l'autre. On est allé dans l'Alabama pour interroger l'ex-petite amie de Sandra et parler à sa fille. Il n'y avait pas vraiment eu de désaccord sur la garde. Leur séparation n'avait pas été violente ou difficile. En plus, leur alibi était solide. Ils étaient tous les deux dans l'Alabama au moment du meurtre. Alors, on les a assez vite écartés de la liste des suspects potentiels. Les inspecteurs sont de retour à la case départ, jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel inattendu d'un témoin qui souhaite revenir sur sa déposition. Un jour, Toby nous a appelés. Elle voulait nous voir le plus vite possible. Elle était très inquiète pour sa sécurité. Toby nous a recontactés pour nous avouer qu'elle n'était pas avec Tracy ce soir-là. Il lui avait demandé de mentir pour lui dès le début. Toby affirme qu'au moment où elle a entendu parler du meurtre, Tracy l'a invité chez lui et lui a demandé de lui fournir un alibi. Quand j'ai appris que Tracy était suspect, j'ai pensé que c'était impossible qu'il soit mêlé à cette affaire. Ce n'était pas du tout ce genre de personne. Il m'a dit « Je ne sais pas ce que je vais faire si tu ne m'aides pas. Il faut absolument que tu leur dises que j'étais avec toi ce soir-là. Il me faut un alibi. Je n'ai pas le choix. Et cet alibi, ce sera toi. » Je me disais qu'il avait très peur d'être soupçonné. Et c'est pour ça qu'il avait besoin d'un alibi. Pour moi, c'était ça l'explication, tout simplement. Toby a d'abord accepté de servir d'alibi à son ami. Mais les jours suivants, Tracy devient de plus en plus paranoïaque et se met à la menacer. Elle a commencé à s'inquiéter. Il l'a menacée pendant une séance de sport. Il lui a dit que si elle parlait à la police, elle aurait des ennuis. Alors Toby a modifié sa version des faits. J'étais terrifiée à l'idée qu'il me fasse du mal ou qu'il s'en prenne à ma famille. Tant qu'il n'aurait pas été arrêté, je serais à sa merci. Mais même si Toby est revenu sur sa déclaration, l'autre partie de l'alibi du couple tient toujours. Les enquêteurs obtiennent le relevé des appels du téléphone portable de Tracy. Ils espèrent repérer des incohérences. On a constaté que son téléphone portable bornait à proximité de son domicile à Brandon. À l'évidence, il se trouvait donc bien chez lui au moment du meurtre et non pas près de Pinellas Park. Les appels de Tracy prouvent qu'il n'a pas menti sur le lieu où il se trouvait. Mais ce n'est pas le cas d'Ashley. Ils ont découvert qu'elle n'était pas chez eux le soir du meurtre de Sandy Roseau. Ou tout du moins que son téléphone n'y était pas. En réalité, l'activité d'une antenne relais montre que le téléphone d'Ashley a été utilisé dans un endroit plus que suspect. Il y a eu une série d'appels entre Tracy et Ashley Humphrey. L'un se trouvant à leur domicile, à Brandon, et l'autre juste en face du bar où travaillait Sandy. Dans ce cas, Ashley est-elle l'assassin ou une autre personne a-t-elle utilisé son téléphone pour brouiller les pistes? Il y a forcément quelqu'un qui ne dit pas la vérité, parce que les preuves techniques ou scientifiques ne mentent pas. Alors, il n'y a que deux questions à se poser. Qui était en possession du téléphone et qui ment?
Un meurtre de sang-froid ne semble pas correspondre à la personnalité d'Ashley. Mais quand les enquêteurs approfondissent leurs recherches, ils découvrent que le passé de la jeune femme est bien plus sombre que ce qu'ils imaginaient. Sa mère était alcoolique. Son père était en prison. Elle a été confrontée à la violence. Elle a été élevée par sa grand-mère, qui occupait une grande place dans sa vie. Et puis un jour, cette grand-mère est morte, et ça l'a dévastée. Il lui manquait quelque chose. Elle cherchait une figure paternelle, et Tracy Humphrey lui a apporté ce dont elle avait besoin, une forme de sécurité. Il était plus âgé, très musclé, mais aussi très sensible. Elle est tombée sous son charme. Il lui a dit qu'il allait s'occuper d'elle, qu'il allait en faire une femme au physique parfait. Il lui a promis que grâce à ses entraînements, elle pourrait devenir mannequin. Alors quand Tracy la demande en mariage, Ashley n'accepte pas seulement d'unir sa destinée à l'homme qu'elle aime. Pour elle, c'est aussi une chance de s'en sortir. Et le seul obstacle qui pourrait les empêcher de réaliser ce beau rêve, c'est Sandy. Elle a le pouvoir d'envoyer Tracy en prison pour 10 ans. Tracy Humphrey avait déjà été arrêtée plusieurs fois. Selon les lois de l'État, quand on a déjà été condamné pour agression, la récidive est automatiquement jugée comme un crime. C'est pour cette raison qu'il risquait jusqu'à 10 ans de prison pour avoir agressé Sandy. Ashley a-t-elle décidé de prendre les choses en main? A-t-elle voulu se débarrasser du problème une bonne fois pour toutes, par amour pour son mari? Les inspecteurs de Tampa ont un nouveau suspect dans le meurtre brutal de Sandy Roseau. Ashley Humphrey, 20 ans. Son alibi s'effondre quand son téléphone portable est localisé à proximité de la scène de crime. Les relevés du téléphone portable montrent qu'Ashley a commencé à bouger juste après le départ de Sandy. Elle l'a suivi depuis le bar jusque dans le comté de Pinellas. Et le premier appel qu'elle a passé juste après le meurtre a été enregistré par une antenne relais de Pinellas Park, pas très loin de la scène de crime. Ça nous a alertés. Elle pouvait très bien être directement impliquée dans ce meurtre. Il fallait qu'on creuse cette piste. Si Ashley a effectivement tué Sandy, a-t-elle agi seule ou a-t-elle obéi aux ordres de quelqu'un? Pour en avoir le cœur net, la police échafaude un plan dangereux. La seule personne qui pouvait s'approcher d'Ashley et de Tracy, c'était leur ami Toby White. Toby a accepté de porter un micro. L'idée, c'était qu'à leur insu, on obtienne d'Ashley et de Tracy des informations sur le meurtre. Tracy soupçonnant déjà Toby de collaborer avec la police, c'est un plan particulièrement risqué. Il était devenu paranoïaque, il ne dormait plus, il ne faisait plus confiance à personne. Tracy était extrêmement paranoïaque. Il avait donc évidemment conscience que Toby pouvait le dénoncer n'importe quand. Les derniers temps, il avait pris l'habitude de me prendre dans ses bras pour me saluer. C'était pour vérifier que je ne portais pas de dictaphone. Plus tard, Tracy retrouve Toby chez elle. Il a essayé de la joindre pendant tout le temps qu'elle a passé avec les policiers. Elle lui explique qu'elle ne pouvait pas répondre parce qu'elle avait perdu son téléphone dans un magasin. J'avais laissé mon portable à la police pour m'assurer qu'ils ne le trouveraient pas sur moi. La police a appelé pour me dire que mon téléphone avait été retrouvé et que je pouvais venir le chercher. C'était une ruse pour me faire sortir. La police a senti qu'elle était en danger. Un inspecteur prétendant travailler au magasin où son téléphone avait été retrouvé l'a appelé pour lui dire de venir le chercher. Tracy lui a proposé de l'accompagner. Il voulait s'assurer qu'elle ne mentait pas. On a pris sa voiture et ça s'est joué à une fraction de seconde. Au dernier moment, un policier a enfilé un gilet de l'enseigne et m'a dit « Effectivement, on a retrouvé votre téléphone dans les toilettes ». Quand il a vu que c'était bien mon téléphone, je l'ai senti soulagé, mais il restait quand même sur ses gardes. Les enquêteurs se rendent compte qu'ils sont en train de perdre le contrôle de la situation. Et le temps presse. Sur le chemin du retour, il a accéléré et les policiers ont perdu le signal du micro de Toby. Alors ils l'ont appelé pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ils m'ont dit « Dites-lui que vous collaborez avec la police et qu'on est juste derrière vous. » Mais j'ai refusé. Il aurait pu me tuer facilement. Alors, je lui ai dit que c'était une amie qui n'allait pas bien et qui avait besoin que je passe la voir. Malgré la peur, Toby accepte à nouveau de porter un micro. Le 22 octobre 2003,
Toby demande à Tracy et Ashley de la retrouver à la salle de sport. Cette fois-ci, la police a aussi installé des caméras de surveillance. On a imaginé une fausse citation à comparaître pour essayer de le faire sortir de ses gonds. Pour moi, le meilleur moyen de pousser Tracy à dire quelque chose par erreur était de le mettre en colère. Le document était une simple citation à comparaître devant le procureur de l'État. Ashley devait y faire une déclaration. Cell phone records indicated that she was in Pinellas County at the time of the killing. That was one thing that I hope wasn't true. It showed like 2 or 3 times that it was bouncing off Pinellas towers, and one of them was right about when she was killed. Oh my God. Elle s'est décomposée. Elle répétait « J'y crois pas ». Il l'a prise dans ses bras en lui disant qu'il trouverait une solution. Sans le savoir, Tracy apporte précisément aux inspecteurs ce qu'ils cherchaient. Tracy était très inquiet à propos de l'enquête. Il avait peur. Il était même terrifié. Il a commencé à noter sur une feuille ce que Ashley et moi étions censés dire. La version des faits d'Ashley au recto et la mienne au verso. Et puis il nous a dit « Apprenez tout ça par cœur et détruisez cette feuille ». Les images de vidéosurveillance sont parlantes. Leurs réactions et leurs propos n'étaient pas directement compromettants, mais suffisamment pour convaincre le procureur de porter l'affaire devant un grand jury. Et ce n'est pas tout. Les inspecteurs obtiennent aussi une piste sur l'arme potentielle du crime. Elle provient du compagnon de la mère d'Ashley. Il a affirmé qu'il lui avait prêté un pistolet. Elle l'avait demandé pour assurer sa sécurité. Il lui a confié un pistolet Ruger semi-automatique calibre 22. Cette arme utilise des cartouches à percussion annulaire de même calibre et forme que celles retrouvées sur la scène de crime. Il explique qu'Ashley ne lui a jamais rendu cette arme. Cette information suffirait à justifier son arrestation, mais les enquêteurs préfèrent attendre. Ils ont besoin d'éléments plus tangibles pour incriminer Tracy et ils ne veulent pas risquer qu'il leur échappe. C'était suffisant pour accuser Ashley du meurtre. Mais il leur manquait des preuves plus concrètes pour inculper aussi Tracy. Alors ils ont préféré chercher de nouveaux éléments. Tracy semble déjà avoir un mobile. Sandy l'a accusé de viol et il risque la prison. Et en se plongeant dans ses activités récentes, les inspecteurs tombent sur une dépense suspecte sur sa carte de crédit. Elle est associée à un stand de tir. Les employés confirment qu'il s'y est rendu avec Ashley. Tracy est allé à ce stand de tir pour apprendre à sa femme à se servir de cette arme. Mais comme il avait déjà été condamné plusieurs fois, il n'avait pas le droit de posséder d'armes à feu ou de munitions. Il a enfreint la loi. Il n'y avait pas d'arme du crime. Il n'y avait pas vraiment d'éléments permettant d'associer Tracy à cet homicide. Mais c'est un récidiviste. Il n'était pas censé posséder d'armes à feu. Or, plusieurs témoins nous ont affirmé l'avoir vu en manipuler une, et même apprendre à Ashley à s'en servir. Alors on avait suffisamment d'éléments pour pouvoir l'arrêter pour possession illégale d'armes à feu. La police pouvait arrêter Tracy pour non-respect des conditions de sa liberté conditionnelle, tout en continuant de rassembler des preuves. Le 18 décembre 2003, 8 voitures de police investissent le parking de la salle de sport où travaillent Ashley et Tracy. On l'a arrêté et inculpé pour meurtre avec préméditation. Tracy a été accusé de possession illégale d'armes à feu. Quand j'ai enfin reçu l'appel de la police pour me prévenir qu'ils avaient été interpellés, j'étais euphorique. Je me suis enfin sentie en sécurité pour la première fois depuis très longtemps. Tracy continue de nier toute implication et Ashley semble prête à soutenir son mari coûte que coûte. Elle a refusé de parler. Elle voulait un avocat. They said the murder of a woman that I don't know. Okay. The indictment was handed down for you for the first-degree homicide of Sandra Rozzo. Okay. Get my attorney. What do you mean, get him? I mean, bring him here. For what reason? Because I'm not speaking. I didn't do this. I'm not speaking without my attorney. Elle était amoureuse. Elle n'allait pas céder.
Elle a raconté que son mari avait fait partie de l'équipe des Buccaneers de Tampa Bay, qu'il avait été une star du football américain dans l'Iowa et aussi mannequin. Et les inspecteurs l'ont immédiatement coupé pour lui dire que son mari n'a jamais fait tout ça, que ce n'était qu'un criminel violent. Ashley a découvert que tout ce que Tracy lui avait raconté était un tissu de mensonges. Son monde s'est écroulé. Ashley et Tracy Humphrey ont été arrêtés pour le meurtre de Sandy Rosso. Pour les enquêteurs, Ashley avait un mobile et évitait à son mari d'aller en prison. Mais elle vient de découvrir que tout ce que Tracy lui a raconté est un mensonge. Il s'est présenté comme un ancien joueur de football américain professionnel et un mannequin de sous-vêtements. Alors qu'en réalité, il avait un casier judiciaire plutôt bien fourni. Il était connu des services de police pour avoir agressé plusieurs femmes. Elle s'est rendue compte que la relation qu'elle avait construite avec Tracy était une imposture. Elle a commencé à comprendre qu'elle avait été utilisée. Il pensait qu'une fois qu'il serait marié à Ashley, elle ne pourrait plus témoigner contre lui. La loi affirme qu'on ne peut pas utiliser des propos tenus dans le cadre du mariage contre son conjoint. Mais rien n'est précisé concernant les actes, donc il est toujours possible d'en parler. Et bien évidemment, elle pouvait aussi témoigner de tout ce qui s'était passé avant leur mariage. Après s'être entretenue avec des avocats, c'est ce qu'Ashley décide de faire. Les avocats d'Ashley nous ont dit qu'elle était prête à parler. On lui a permis de plaider l'homicide. Elle risquait au minimum 25 ans de prison. Tracy avait convaincu Ashley qu'il était innocent, que Sandy avait inventé cette histoire pour se venger d'avoir été rejeté et qu'il ne l'avait bien évidemment jamais agressée. Sandy allait les empêcher de filer le parfait amour. Elle a cru à son histoire, elle l'aimait. Ashley raconte aux inspecteurs que la nuit du meurtre, Tracy lui a demandé d'attendre Sandy devant le Green Iguana. Ils allaient lui tendre un piège. Le 5 juillet, elle a surveillé le lieu de travail de Sandy pendant de longues heures. Sandy a fini sa journée de travail au Green Iguana à Tampa. Elle est sortie puis est montée dans sa voiture. Ashley l'a suivie de Tampa jusqu'à son domicile à Pinellas Park. Ashley nous a dit qu'elle s'était garée juste devant leur allée. La porte du garage n'avait même pas encore eu le temps de se refermer. Elle s'est approchée de la porte du conducteur. Sandy était encore sur le siège. Elle venait d'éteindre le moteur. Ashley a commencé à tirer dans le véhicule. Elle a fait feu plusieurs fois depuis l'extérieur de la voiture, atteignant Sandy à plusieurs reprises. Ashley affirme avoir tiré sans aucune hésitation. Et l'argument qu'elle avance laisse tout le monde abasourdi. Ashley savait que si elle ne passait pas à l'acte cette fois-ci, Tracy la tuerait, parce qu'elle avait déjà renoncé une fois. Ce n'était pas la première fois qu'Ashley essayait de tuer Sandy. C'était sidérant. Elle avait déjà essayé de tuer Sandy le week-end du Memorial Day. Ashley explique que lors de sa tentative précédente, Tracy l'a envoyée au Green Iguana avec un fusil. Elle est restée toute la journée dans la voiture. Quand Sandra est sortie, elle l'a mise en joue depuis l'autre bout du parking. Elle a regardé dans son viseur et appuyé sur la détente. La balle est partie et a traversé le rétroviseur côté passager. Sandra s'est retrouvée comme si elle avait entendu un bruit, puis elle est montée dans sa voiture et a filé. Comme Ashley a tiré sur son propre rétroviseur, Tracy s'est donné beaucoup de mal pour se débarrasser des preuves. Après cette tentative, elle est retournée auprès de Tracy. Évidemment, elle avait échoué et ça l'a énervée. En plus, ils devaient couvrir leurs traces. Ils sont allés acheter des jerrycans d'essence dans une autre partie de la ville. Et plus tard ce soir-là, ils ont mis le feu à la voiture. Pour prouver qu'elle dit bien la vérité, Ashley emmène la police à l'endroit où elle a tiré son premier coup de feu. À notre grande surprise, on a effectivement trouvé une balle incrustée dans une porte de motel. Et elle correspondait au modèle de l'arme utilisée par Ashley pour essayer de tuer Sandy cette fois-là. Elle désigne aussi aux enquêteurs l'endroit où ils ont enterré l'arme qui a servi à tuer Sandy. On s'est rendu dans cet endroit à l'écart de la ville avec elle. Et on a trouvé l'arme du crime. Le pistolet avait été enterré dans un sac en plastique. L'idée, c'était qu'elle puisse le rendre un jour au petit ami de sa mère. Ashley était soulagée, mais c'était aussi une femme détruite. Elle savait que Tracy avait profité d'elle
qu'il l'avait manipulée. Elle s'est contentée de nous raconter les faits et nous a paru tout à fait crédible. Puisqu'elle avait pleinement coopéré, ça rendait tout ce qu'elle avait dit sur Tracy d'autant plus plausible. Elle nous a tout expliqué dans les moindres détails, en insistant sur ce qu'il avait à y gagner. Elle n'a pas nié ses actes. Elle avait conscience d'être complice du meurtre. Et on avait bien plus d'éléments solides contre lui après ces révélations. La police possède enfin les preuves dont elle a besoin pour inculper Tracy pour meurtre avec préméditation. On est allé dans le comté de Hillsborough, où il était détenu. On l'a informé qu'il était poursuivi pour ses nouveaux chefs d'accusation et qu'il serait transféré dans la prison du comté de Pinellas pour son procès. Mais le 16 avril 2004, Tracy tente le tout pour le tout en s'évadant de la camionnette qui l'emmène au tribunal. Tracy était un homme imposant. Il mesurait plus d'1,90 m et pesait plus de 100 kg à l'époque. Et c'était un fou dangereux, un psychopathe en liberté. La police boucle immédiatement le secteur et la chasse à l'homme commence. Ça faisait des heures qu'il était en fuite dans la ville. Toutes les forces de l'ordre étaient sur le pont. Ils ont fini par le repérer près d'un marécage. Il se tenait couché près d'un arbre comme un serpent. Il avait essayé de se camoufler avec des branchages. Tracy est de retour en prison. Son procès peut enfin commencer. Mais le verdict reste très incertain. Pendant plus de 2 ans, je l'avais pris pour un type génial. Alors évidemment, à la barre, il serait sûrement capable d'envoûter d'autres gens. J'appréhendais le procès parce que je ne savais pas ce que serait le verdict. Tracy Humphrey risque la peine de mort pour le meurtre de Sandy Roseau. Sa femme Ashley a déjà avoué et a accepté de témoigner contre lui en échange d'une remise de peine. On était en présence de 2 époux qui témoignaient l'un contre l'autre. Mais on était surtout face à un homme plus âgé et un menteur invétéré. Un individu capable de convaincre une jeune femme de l'épouser un jour et de tuer quelqu'un pour lui le lendemain. Ce n'était pas courant. On était assez confiants. On avait suffisamment d'éléments contre lui. De mon point de vue, l'issue de l'affaire dépendait avant tout des jurés. Allait-il croire Ashley ? Le 14 février 2006, 2 ans et demi après le meurtre de Sandy, le procès de Tracy commence enfin. Le procès a débuté le jour de la Saint-Valentin. J'ai trouvé ça assez ironique. Après tout, c'était une histoire d'amour. Le procureur le décrit comme un criminel violent. Il se serait servi de sa femme pour se venger de Sandy, qui l'accusait de l'avoir violée. Tracy Humphrey avait convaincu Ashley qu'il avait été accusé à tort par une ex-petite amie jalouse. Il lui a dit « Je ne peux pas aller en prison. Je veux passer le restant de ma vie avec toi. Je t'aime. » Elle ment, je t'assure. Il était très manipulateur. Elle est tombée amoureuse de lui. Et pour une raison mystérieuse, elle s'est entièrement soumise à sa volonté. Pour éloigner les soupçons, Tracy demande à Ashley de s'occuper de tous les détails. C'est quelqu'un qui savait très bien manœuvrer. Il pensait être capable de tromper le système. Il était persuadé que personne ne pourrait remonter jusqu'à lui. Ashley avait récupéré une arme à feu appartenant à son beau-père. Ashley explique au jury qu'après sa première tentative avortée, Tracy lui a demandé de recommencer, en lui précisant qu'elle avait intérêt à ne pas échouer cette fois-ci. Et quand Sandy Roseau a quitté le bar, elle l'a suivi. Elle a emprunté le pont pour rejoindre le comté de Pinellas. Sandy Roseau a rentré sa voiture dans son garage. La porte n'était pas encore fermée. Et avant même qu'elle ait une chance de sortir du véhicule, Ashley a tiré à plusieurs reprises à l'intérieur. Plusieurs balles ont atteint Sandy et l'ont tuée. Ashley explique que Tracy l'a même coachée pour qu'elle sache quoi faire ensuite. Tracy avait dit à Ashley « Assure-toi qu'elle est bien morte. Elle ne doit pas se réveiller sur un lit d'hôpital et pouvoir raconter ce qui s'est passé. Tu dois la regarder dans les yeux et attendre qu'il se voile. C'est ce qui te confirmera qu'elle est morte. »
Après le meurtre, elle est allée enterrer l'arme dans les bois de Hillsborough avec Tracy. Le lendemain matin, ils sont allés s'entraîner au stand de tir. Comme ça, en cas d'arrestation, ils pourraient facilement expliquer les traces de poudre. I loved him very much and I did not want to lose him. So you were willing to kill another human being because you loved him? Yes. C'est clairement Tracy qui avait le plus à gagner dans cette histoire. Il a participé au meurtre en aidant Ashley à se débarrasser des preuves. Et si l'on se fie à ses propos, qui ont été vérifiés, il est très clair que c'était lui le commanditaire. Le 23 février, il se présente à la barre pour se défendre. Sur le papier, sa défense était assez solide. Il n'était pas sur les lieux du crime. Ça a été facilement démontré. Il était chez lui. Il a tout mis sur le dos d'Ashley. C'était son idée à elle. Il n'était absolument pas au courant de ses plans. Il n'était pas là, et ce n'est pas lui qui avait tiré. Tracy insiste. Il n'y a aucun moyen de prouver qu'Ashley ait dit la vérité. Elle peut très bien avoir accepté le marché que lui proposait la police uniquement pour diminuer sa peine. Mais sa confiance commence à s'effriter pendant le contre-interrogatoire. Il était incapable de justifier les images de vidéosurveillance où on le voit discuter avec Toby White et Ashley, ou expliquer le nombre de coups de téléphone entre Ashley et lui pendant qu'elle attendait que Sandy sorte du travail. And you told her over and over, it's not what you say, it's how you say it, correct? That is correct, I did say that. Cet homme avait un casier judiciaire chargé. On savait qu'il avait déjà menti et qu'il avait été accusé de viol, d'agression et d'enlèvement par une ex-petite amie. Forcément, les gens ne l'ont pas cru. Le 24 février 2006, les deux parties font leur plaidoirie et concluent. Moins de 3 heures plus tard, le jury revient avec un verdict. Ils l'ont reconnu coupable du chef d'accusation, donc de meurtre avec préméditation. I will sentence you to the Department of Corrections for the rest of your natural life. You have no possibility of parole. Quand le verdict a été prononcé, j'étais chez moi. J'ai ressenti un grand soulagement. Tout au long de cette affaire, j'avais eu peur qu'il s'en tire, parce qu'il était parfaitement capable de tromper son monde. Mais personne n'a été dupe. Il pensait pouvoir se mettre le jury dans la poche en jouant la victime. Je vous jure que je n'ai rien à voir avec ça. Mais le fait est qu'il avait tout à voir avec ce meurtre. Personne ne souhaitait plus la mort de Sandy que lui. Si on n'avait pas pu compter sur le témoignage d'Ashley, Tracy s'en serait probablement sorti impunément. Lui qui avait réussi à échapper tant de fois à la justice a enfin eu ce qu'il méritait. Et ironiquement, c'était précisément ce qu'il voulait éviter, la prison. Justice a été rendue. Mais rien ne pourra jamais combler le vide qu'il a créé en cherchant à se venger. Le désir de vengeance de Tracy Humphrey a causé la mort d'une femme. Et une autre jeune femme passera 25 ans en prison parce qu'elle a eu le malheur de l'aimer et de croire à ses mensonges. La fille de Sandra a été privée de sa mère pour toujours. Et elle manque aussi énormément à sa mère et à sa sœur.